bonjour à ceux qui vont regarder cette vidéo. Alors, je suis Patrice Jean, donc je suis dans la vie, je suis chef de projet. Je suis aussi animateur télé. J'étais longtemps animateur radio aussi. Et je fais aussi de la communication et du marketing, entre autres. Et j'aime aussi, je me définir comme quelqu'un qui essaie d'utiliser toutes ses compétences pour essayer de bâtir quelque chose, bâtir le pays, travailler sur des idées et faire en sorte d'être parmi ceux qui sont plutôt dans l'espérance plutôt que dans la désespérance, plutôt ceux qui se battent que ceux qui sont dans la critique. Voilà. Alors, pourquoi prendre la parole? Je suis déjà dans les médias, mais j'ai décidé de prendre une parole qui serait plus singulière, qui m'appartiendrait, une parole qui n'engagerait que moi par la tenue de ses propos et par les réflexions que j'engage. Quand je fais les émissions en général, il y a du monde et la réflexion ne m'appartient pas uniquement. Et donc je veux assumer et porter mes propos. Je veux réagir parce qu'il y a une fatalité ambiante qui sévit ces temps-ci dans notre pays. Tout le monde a en mode individualiste, tout le monde a en désespérance, on a l'impression qu'il n'y a pas de solution alors qu'il y a des solutions. Il y a aussi une jeunesse qui est en désespérance, qui cherche des solutions, qui cherche du soutien, qui a besoin d'être écouté, qui a besoin aussi de crier sa souffrance, sa douleur, et qui est en totale rupture avec ceux qui sont la génération d'avant et celle au-dessus. Il y a aussi une gérontocratie aussi qui est insupportable, qu'il faut qu'on regarde en face, une incapacité des aînés à ouvrir la porte, à laisser la place pour que d'autres, ou bien laisser la place ou se pousser pour faire de la place et pour construire ensemble quelque chose qui pourrait nous rassurer tous, quels que soient les groupes d'âge. Il y a aussi cette espèce de pensée unique et cette fatalité ambiante où on a toujours les mêmes dans les médias qui distillent leur message, pour certains leur venin, et qui ne nous aident pas à avoir une vision plus éloignée de nous-mêmes, à retrouver des zones pour faire de la convergence et trouver des sujets sur lesquels on pourrait faire collectif. Il y a aussi une vision qui est prédominante, c'est la vision culturelle et qui moi me dérange un peu parce que elle est omniprésente et on parle que de culture, et alors que des fois ça nous empêche de rentrer en nous-mêmes et de poser d'autres réflexions parce que si vous pas culti, eh ben c'est que vous pas une identité là, ou pas ci, ou pas ça, si vous pas ça, c'est que vous sont ennemis à pays là, etc. Alors voilà un peu les raisons qui m'ont poussé à faire ce podcast, ce format que je vais essayer de tenir assez régulièrement sur des réflexions économiques, sociales, sociétales, sur le monde du sport, sur toutes les réflexions qui me viendraient et qui susciteraient un intérêt pour moi. Alors l'identité c'est quoi, on va dire? C'est une réflexion que j'ai eue dans un débat où j'ai été invité, où le sujet était l'identité. Est-ce qu'il y a une identité guadeloupéenne et si l'identité guadeloupéenne est en train de nous échapper, de s'effriter et tout ça? Qu'est-ce qu'on appelle l'identité déjà? L'identité est constituée par l'ensemble des caractéristiques et des attributs qui font d'un individu ou d'un groupe, qui font qu'un individu ou qu'un groupe se perçoivent comme une entité spécifique et qu'ils sont perçus comme tels par les autres. Donc en d'autres termes, en identité,
ça serait vous, gens qu'à percevoir, mais aussi gens là, les autres qu'à percevoir vous. Adam ont des marches qui unitaires. Son attribut, son en manière on idée communautaire. Mais c'est gens vous qu'à percevoir et ces gens aussi les autres qu'à percevoir. Alors moi je persiste à estime qu'on n'a pas de problème identitaire en Guadeloupe. Je pense que en Guadeloupe, nous avons une identité qui est plurielle premièrement puisque la Guadeloupe n'est pas uniforme. La Guadeloupe a des personnalités de toutes sortes d'ethnies. La Guadeloupe a des groupes qui font référence à leur propre culture et qui vivent sur un même territoire. Est-ce qu'ils vivent ensemble? Vivre ensemble, ça c'est un autre débat. Si je devais me prononcer là-dessus, je dirais que le groupe majoritaire afro-descendant et l'autre groupe qui descend de l'Inde, je pense qu'ils font corps. Je pense qu'ils se retrouvent, je pense qu'ils vivent sur le même territoire dans une relative harmonie et dans une identité commune avec des mélanges. Et je suis content de voir que la communauté indienne s'affirme de plus en plus, affirme et affiche ce qu'ils jadis ont essayé de faire taire, même si leur indianité, et que de plus en plus dans le champ culturel justement, on les voit très présents dans le champ culturel aussi, sur la partie de leur culte, ils assument qui ils sont et ils se réfèrent à cette identité et tout ça, c'est quelque chose qui est positif. Je pense que tout le monde, c'est pas au-delà de la culture, l'identité, elle est propre à un territoire plutôt qu'à des messes et l'habitude. Je crois plutôt que c'est ça, selon moi. Alors, mais je crois aussi que ce problème d'identité, il nous divise. Et à chaque fois, cette réflexion identitaire, elle revient à chaque fois que dans un pays où ça va mal, eh bien, la question identitaire revient. Regardez dans d'autres pays, dans d'autres nations, chaque fois qu'il y a eu de grandes guerres, où il y a eu des problématiques économiques difficiles, eh bien, la question identitaire revient sur le tapis et elle devient au centre des questions et donc ça crée tout un ensemble de problématiques dans ces différents pays. Et moi, je crois que aujourd'hui, il y a une question qui est posée, qui est souvent à qui pays là c'est. Le groupe majoritaire dit que voilà, par rapport à 100 qui coulent dans le pays là, ça, c'est pays en moins. T'as la qu'à dire, ouais, mais moi là avant autres. Et donc, c'était à Kalinago, t'as là qui dit, on bitin, chaque monde là qu'à essayer de dire que bon, yo aussi, yo associé, t'as un groupe qui dit que mais son pays français, donc forcément, yo totalement légitime à donner. Moi, je crois que ce sujet-là est un sujet qu'il faut bannir des réflexions pour le moment. Bannir des réflexions pour le moment parce que c'est un sujet qui nous empêche de nous concentrer sur autre chose, dans un premier temps, et que ce pays-là s'est construit justement avec de multiples identités, donc je ne vois pas l'intérêt à chaque fois de ressasser et de reprendre et de remettre dans le débat à chaque fois ce même sujet qui revient, qui ne fait que diviser, qui n'apporte absolument rien. Marcus Garvey disait que un pays appartient à celui qui maîtrise son économie. Donc ça sous-entendrait, si on suit la réflexion de Marcus Garvey, ça sous-entendrait que ce pays appartient au béquet. Voilà, appartient aux forces économiques dominantes. Voilà, est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? D'autres diraient que bon, c'est celui qui a utilisé, que son sang a coulé pour ce pays-là, qui est celui qui a toute légitimité. Donc ça montre bien que on ne sera jamais d'accord dans ça et que c'est un sujet qui ne fait que diviser et n'apporte absolument rien dans le débat. Quelqu'un qui vient d'arriver en Guadeloupe, à partir du moment que cette personne-là s'y sent bien, a une volonté de travailler avec les autres, de communier avec les autres, pas ni bon problème dans ça, c'est mon pas réponse aussi à ça. Voilà, dans le respect des identités de chacun. Alors,
j'ai parlé déjà de la Guadeloupe. Qui est-ce qui est en Guadeloupe? Nous avons déjà parlé de cette partie. La culture est un élément de comparaison qui est un élément de l'identité qui est un élément fort de l'identité, la culture. Donc nous, notre culture est associée aussi à une langue. La langue aussi est un élément de la question identité. Donc, mais quand on regarde, on va prendre l'exemple d'un Guadeloupéen de 45-50 ans. Au niveau culturel, pour regarder est-ce que la culture fuit ou est-ce que la culture est encore là ou est-ce que nous sommes en danger au point de vue culturel. Eh bien, on verra que cette personne-là, vous allez l'interroger, il sait parler créole, et que ça fait des pattes dans sa bouche, même s'il n'est pas fort. Il connaît la musique du pays, le zouk. Il a un ancrage historique, ne serait-ce que minimaliste. Sur la dimension patriotique, il a des notions. Au niveau culinaire, il connaît kaki manger local, kaki et qui peut même faire manger en Colombo, comme ça. Ça sous-entend que il n'y a pas de danger pour nous en termes identitaires. Maintenant, vous prenez un individu de 50 ans dans un autre pays. Prenez un breton de 50 ans et posez-lui des questions sur la culture bretonne ou la culture française, sur l'art culinaire français. Posez-lui, demandez-lui est-ce qu'il sait parler dans le patois qu'il y avait là-bas. Demandez-lui quelle idée il a sur la musique des origines. Posez-lui les questions. Vous allez vous rendre compte que vous allez prendre un Américain aussi. L'Américain va vous faire des références. Mais un Américain blanc aux États-Unis, vous lui posez des questions, il va vous faire référence à la culture des Noirs aux États-Unis. Parce que c'est la culture dominante. Vous prenez un Italien de 45-50 ans, vous lui demandez, vous verrez bien. Alors, tout ça pour vous dire que des fois, on va s'alarmer pour rien, en fait. On s'alarme pour rien, comme si on était les pires, nos derniers cacachiens, tout bitin. Quand on écoute les médias, nous pire que tout le monde, tout bitin qu'a parti, tout bitin a rien pas à marcher, alors que c'est complètement fou. Au niveau identitaire et au niveau culturel, la culture est bien présente et elle a un attribut que toutes les cultures du monde font, elle évolue. Mais elle ne disparaît pas, elle évolue. Le seul au niveau pan de la culture qui va disparaître, je pense que c'est le Cali, mais ça on en reparlera dans une autre vidéo parce que j'ai des propositions à faire sur cet art musical et aussi de la danse. Donc, en fait, on s'alarme pour rien. Moi, je crois que ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est qu'on se décide à se concentrer sur autre chose. Et il faut aussi dire aux gens que les problèmes de la Guadeloupe ne sont pas des problèmes, comme dirait le préfet, qui dit que la violence est endémique. Moi, je n'ai toujours pas compris comment aucun politicien n'a dit au préfet qu'il faudrait revoir sa copie parce que le problème, la violence n'est pas endémique. Il faut arrêter de répéter. C'est comme quand on vous fait répéter toutes les 2 minutes que la Guadeloupe est vieillissante. La Guadeloupe n'est pas vieillissante. Pour résoudre les problèmes, il faut faire les bons diagnostics. La Guadeloupe est vidée de ses forces vives. Elle est vidée de ses forces vives. Ce n'est pas un problème. Quand on dit qu'un pays est vieillissant, l'Allemagne est un pays vieillissant. L'Europe est vieillissante. Le Japon est un pays vieillissant. Mais on ne peut pas dire que la Guadeloupe est un pays vieillissant parce que c'est un vieillissement qui se fait de manière artificielle. On vous enlève vos forces vives, donc forcément, ce qui reste et la possibilité que ces forces vives aillent faire des enfants, c'est ailleurs qu'ils vont faire des enfants. Donc, il faut qu'on arrête de répéter des choses qui ne sont pas vraies parce que quand on répète des choses qui ne sont pas vraies, on met en place de mauvaises politiques. Et c'est ça qu'on voit. On est toujours en train de mettre plein de solutions soi-disant en place, mais qui sont de fausses solutions. Ça, on reviendra sur ça, sur le sujet de la silver economy. Je voudrais qu'on en parle aussi un jour sur comment aborder cette question-là. Ça, sur un point de vue économique, et non le prendre comme une fatalité, parce que ce n'est pas une fatalité.
je l'affirme et je le dis, les problèmes de la Guadeloupe ne sont pas des problèmes énormes. On n'est pas le Rwanda, on n'a pas vécu une catastrophe sans nom. Non, nous avons des problèmes politiques à régler. Et quand on veut régler un problème politique, eh bien, il faut faire de bons diagnostics, il faut une vision politique claire, il faut l'assumer, il faut du courage politique et il faut des solutions. Ensuite, il faut évaluer ces solutions, et ensuite faire un point et voir dans quelle mesure si les problèmes se résolvent ou pas. Mais il n'y a rien d'insurmontable dans la Guadeloupe, il n'y a rien d'extraordinaire comme problème que nous rencontrons. Ce n'est pas la fin du monde, la catastrophe. Il n'y a aucun problème qu'on ne peut pas régler. Je vous prends un exemple encore. Il y a 50 ans, la Chine était pauvre, les gens. Maintenant, c'est le pays numéro 1 au monde. Et donc, on ne veut pas nous le dire, mais c'est déjà la première puissance mondiale. Eh bien, comment ça s'est réglé? Et pourtant, la problématique sociale était énorme. Énorme. C'est un territoire immense. Il y a plus d'1 milliard de Chinois. Quand on a une direction politique qui est ferme, qui rentre en réflexion, qui pose les problèmes, que ça plaise aux autres ou pas, démocratie ou pas démocratie, ce n'est pas mon sujet. Mais il n'empêche que c'est un exemple. D'autres pays aussi s'en sont sortis après des problématiques très très difficiles et ont réussi à inverser la tendance. Regardez le cas de l'Italie qui réussit à sortir petit à petit de la récession qu'ils ont connue et avec le travail, avec une direction ferme et une orientation. Regardez aussi l'Allemagne. L'Allemagne, après la Seconde Guerre mondiale, c'était descendre. Et l'Allemagne, c'est le leader européen. Donc c'est pour bien comprendre que là, ils ont un problème démographique majeur, mais ils ont mis en place des politiques pour régler ce problème-là. Avec courage et fermeté. Donc, pas ni fatalité. Si vous voulez sortir d'un problème, il faut ciser pour régler le problème à pays. Et puis voilà, c'est tout. Mais comme nous occupons à faire notre butin, nous occupons à attendre que le Père Noël vienne régler le problème à nous, qu'il vienne dans une solution pour chaque famille, pour qu'elle nous tranquille et qu'elle nous paye un puis champagne et tout ça. Solution à qu'elle vienne dans notre monde. Le yo, ah tiens, c'est le yo qui règle les solutions là, le yo. Le fameux yo, de chaque fois qu'il y a un problème, qu'on dise mais c'est faute à yo. Je ne suis pas en train de dire que yo n'a pas de responsabilité, c'est pas ce que je dis. Mais je dis que si les Chinois étaient en train d'analyser que oui, le Japon les avait colonisés, un tel, tout ça, machin, que si l'Inde était restée sur les travers de la colonisation et tout ce que ça a engendré, l'Inde ne serait pas une puissance mondiale. Ce qui veut dire qu'il est bien temps que ce yo-là, avec un yo majuscule, un y majuscule, il faut peut-être le bannir et de nos réflexions, et il faut qu'on se concentre sur le nous. Mais quand je dis se concentrer sur le nous, en termes de responsabilité aussi, qui responsabilité en nous, à dans situation en nous, et quand nous peut mettre en place. Alors, il y a plein de solutions. Il faut se remobiliser déjà. Il faut y croire. Il faut croire en nous. Il faut croire en notre jeunesse. Il faut se mettre au travail. Et il faut réussir économiquement. Alors, comment on réussit économiquement? Les Haïtiens sont en train de nous donner une belle leçon. Et c'est une belle leçon parce que ce qui est intéressant, c'est parce qu'ils sont noirs, les Haïtiens. Et donc, on ne les entend jamais se plaindre des béquets. Hein. Parce que face aux béquets, ils ont mis la solidarité. D'accord? Face à la paupérisation, ils ont mis la solidarité. Voilà. Et un fonctionnement communautaire fort qui règle un certain nombre de problèmes. Donc, quand on n'est pas riche, on dit qu'il faut être nombreux, il faut être ensemble. Ok? Donc, c'est un exemple à suivre. Je prends le pari que dans 5-10 ans,
tous ceux qui détestent les Haïtiens, tous ceux qui parlent des Haïtiens en mal, vous allez tous changer de discours. Parce qu'avant, tout le monde disait les Chinois étaient ci, les Chinois étaient ça. Tout le monde était capable de gérer les Chinois. Quand il n'y a pas, tout le monde ne peut pas gérer les Chinois. Même si on a envie, on ne peut pas gérer les Chinois là encore. OK? Alors, il y a aussi la qualité du travail. Il faut qu'on développe aussi, pour certains, parce que je ne veux pas fustiger tout le monde, il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui font, il y a des gens qui, dans le pays, il y a ça, un talent au mètre carré. Mais il y a des gens aussi qui ne peuvent pas considérer le travail à eux comme un élément de développement, qui peuvent considérer le travail à eux comme un faveur, ou bien c'est travail à un tel, qui ne peuvent pas respecter le travail à eux. Et ça, nous voyons ça tous les jours. Vous pouvez acheter pain, vous pouvez aller dans une boulangerie, vous pouvez acheter un soulier, vous pouvez aller dans une boutique, vous pouvez avoir des gens qui ne peuvent pas respecter le travail à eux. Qui ne peuvent pas respecter, ça qui permet de gagner vie à eux. À dans comportement à eux, à dans manque de solidarité à eux vis-à-vis de propre entreprise qui a payé eux. Parce qu'il n'y a pas d'entreprise à eux, c'est l'entreprise à patron. Et donc, un client qui vient, ou pas oublier que le client là, que c'est lui qui a mené l'argent bas, mais on doit comprendre qu'en fait, on doit confondre servitude et service. Et là aussi, dans ce climat-là, on ne peut pas s'en sortir. Je parlais de la qualité de vie. Je disais aussi la question de croire en nous. Croire en notre possibilité, en notre capacité. Arrêtez d'écouter les autres. Arrêtez de croire ce que les autres disent. Arrêtez d'imaginer que bon, yo pas aimé nous, yo aussi. On s'en fout de tous ces trucs-là. On s'en fout. Moi, je suis très à l'aise avec quelqu'un de raciste. Si tu es raciste, c'est bien le bien t'en face. Moi, je m'en fous. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne me touche pas. Tu peux être raciste, mais moi, je peux aussi ne pas t'aimer. Donc, on peut racisme, pas avec ça qu'a apporté moins. Des pour pas manier, moi, pas. Franchement, c'est pas ça qui bloque qui que ce soit. Donc, on est dans une quête. Et ça, c'est notre fameuse. Ça, on parlera de ça un autre jour aussi. C'est notre fameux besoin d'être aimé. Où on a besoin que le ministre nous aime, que le maire moins, que le professeur à l'école m'aime. Mais si le professeur ne m'aime pas, patron là pas aimé moins. Ou d'autres cas contrario, c'est ah ouais, c'est patron là, c'est bougan moins, ah ouais, en bien, comment dire, qui travaille au café? Ah ouais, en bien. Pas mal de est-ce que, ou bien, qui travaille au café? Ou bien, que ça veut dire ça? Bien donc travail, qu'est-ce que ça veut dire? Ok? Bien dans le travail, c'est que oui, en cas, il n'y a pas ni moi dans le travail. À part qu'il y ait un cisé là, et puis l'ouvre, il cadre des miens, puis en ta en moins, à part qu'il y ait en faveur, c'est pas ça être bien dans le travail. Être bien dans le travail, comme on peut passer longtemps dans le travail, c'est être épanoui dans ce qu'on fait. Et qu'il faut évoluer, apprendre des bitins, parce que c'est un élément aussi d'estime de soi, le travail. De progression, quelle que soit l'activité qu'on fait, là on fait bien, on est en valorisation qui n'est autre que le salaire. Il y a aussi une valorisation, donc la capacité à bien faire la tâche et à bien réaliser, à satisfaire le client. Il y a aussi une satisfaction là-dedans. Et ensuite, le dernier point pour réussir, c'est d'être solidaire. Alors moi, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être pas, les gens ne seront peut-être pas d'accord avec moi. Très souvent, on croit que la fameuse loi de la confiance. Donc on dit bon, on y voisin en moins, on va faire un business ensemble et tout ça, on est en famille en moins. Et on parle de confiance. Je ne peux pas faire quelque chose avec quelqu'un parce qu'il y a une confiance à nous. Nous parlons de la confiance. Nous. Pour moi, tout ça, ce sont des pièges du passé. Les pièges du passé, c'est la question de la dimension affective qu'on veut mettre à toutes les sauces. Affect. Tout le temps un affect qu'on veut mettre à toutes les sauces. Et cette dimension aussi de la confiance. J'ai besoin d'avoir confiance. La confiance est érigée comme un socle. Et je m'inscris en faux, la confiance n'est pas un socle. Ni la dimension affective n'est pas un socle.
pour bâtir quelque chose. Ce qui est plus important, c'est plutôt la question, ce qui va motiver cette collaboration-là, et qui n'est pas la confiance, mais qui est un intérêt commun. Ni la confiance, ni l'affiliation. En cas de traverser la rue là est vers, parce que en besoin vous traversez la rue là. Sans vous, un pays peut traverser la rue là, ou un pays peut traverser la rue là moins vite, et en cas risque qu'on va t'écraser moins. À partir du moment qu'il y a un intérêt commun, ça veut dire que nous sommes tous les deux embarqués dans un processus. Et bien là, on est en droit d'attendre de l'autre, ou pas obligé contre l'autre, là parce qu'il y a besoin qu'on vous besoin, il y a une interdépendance. Et c'est ça aussi dans le couple. On est tout le temps en train de parler d'amour comme si l'amour était le socle du couple. Ben c'est faux pour moi. Vous avez le droit vous allez me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Mais pour moi, le socle d'un couple, ce n'est pas l'amour. C'est plutôt cette espèce de ciment, c'est le projet commun, c'est l'intérêt commun, et c'est cette interdépendance. Et en fait, des fois quand on parle d'intérêt, c'est un mot aussi qui est galvaudé. Quand on dit intérêt, les gens tendent à entendre intérêt financier. Il n'y a pas que l'intérêt financier. Il y a l'intérêt moral. Il y a l'intérêt en matière de leadership. Il y a, parce que je peux vouloir m'associer avec un tel parce que cette personne-là a un aura que je n'ai pas. Cette personne-là a la possibilité moi je peux gérer les parties administratives et cette personne-là, elle est dans sa posture, elle a la capacité d'être la vitrine de notre business. Donc, c'est un attrait, un intérêt qui est de leadership pour pouvoir conquérir quelque chose. Il y a aussi un intérêt en termes de formation, de qualification. Je vais embaucher, je vais travailler avec mon voisin parce qu'il est un excellent chauffeur poids lourd. Et que moi, je peux gérer l'autre partie, je peux gérer les contrats, mais lui, sur la maîtrise de l'outil, c'est lui. Je peux travailler avec mon frère, c'est pas parce que c'est mon frère. C'est parce qu'il est bon en comptabilité. Maintenant, l'affiliation, c'est une cerise sur le gâteau. C'est quelque chose de particulier. Dans l'affect, ça va être quelque chose d'intéressant en plus. Mais là où je vous parle d'intérêt, vaut mieux consolider par l'intérêt commun, parce qu'en cas de problème, en cas de problématique, en cas de mauvaise expérience ou je sais pas moi, il peut y avoir des tumultes dans la famille, mais en fait, vous allez traverser les orages plus facilement parce que vous avez un intérêt commun, une interdépendance. Mais si c'est juste une dimension affective, il suffit que mon ouvre, elles vont d'autres monde, elles vont en relation très fusionnelle, elles vont d'autres monde. Whoop, bim, c'est parti. Ah, mais c'est pas un moi encore. Ah, c'était patron, moins qu'on a l'envoi, nouveau arrivé là. Envoyé qu'on a là, patron l'a mené manger, patron l'a mené tel côté, patron. Whoop, c'est fini. Parce que c'est fragile. L'émotionnel, c'est fragile. Ça rend fragile. Pourquoi on se dit ça très souvent? Ah, les juifs fonctionnent ensemble, etc., etc. Mais ce sont des groupes d'intérêt, je suis désolé. C'est des groupes d'intérêt. On est tout le temps parlé de ce qui vous dit que c'est de la filiation affective. Qui vous dit qu'il n'y a pas de gérer maman l'autre? Qu'il n'y a pas de dire bêtises? Mais on sait, ils savent se mettre ensemble quand il s'agit de défendre les intérêts. Alors je vous invite à réfléchir sur toutes ces questions-là, surtout à me donner vos avis, vos commentaires, de manière à ce qu'on puisse continuer à discuter. Et peut-être pourquoi pas, je vais essayer de mettre en place des lives TikTok aussi pour pouvoir entrer en interaction. Mais il y aura toujours une première partie où je serai seul ou bien avec quelqu'un pour débattre d'abord et ensuite on va ouvrir la réflexion. Alors, je vous préviens, on va parler de tout. Et moi-même, organise pour qualité, quand je vais dire si j'ai un abonné combine, je vais parler de tous les sujets.
Mais il faut bien comprendre ma démarche. Je ne me réfugie pas dans une démarche communautaire. Je ne me réfugie pas dans une démarche idéologique non plus. J'apporte des éléments factuels, ce sont des faits. On va discuter de manière factuelle. En est tort, bien dis-moi en est tort. On discute de manière factuelle. Est-ce que nous lisons ou pas les raisons et nous allons débattre. Mais on n'est pas là pour faire de oui, je ne veux pas froisser X, je ne veux pas froisser Y. Ce n'est pas mon sujet ça. Si ou bon, en cas de ou bon, si ou pas bon, en cas de ou pas bon. Ok? Par contre, il y a toujours une construction dans mon propos. Il y aura toujours des solutions. Et comme je vous ai dit, ici, là, on n'est pas là pour moi. Je pense qu'il faut qu'on arrête un moment de parler d'un certain nombre de sujets et des questions identitaires, de l'air, tel, les ci, les ça, et nous, ci, et ça. Mettons-nous au travail. Et vous verrez, on va résoudre tous nos problèmes. Voilà. Merci à vous tous et puis à très bientôt.